Elle s'est endormie au siège 7C, et personne, dans l'avion, ne se doutait que la suite allait redéfinir le mot « confiance ». Il y avait un ronron familier qui vibrait sous les sièges, un bourdonnement grave comme un animal endormi. Des voyageurs qui lisent des écrans, d'autres qui ferment les yeux. La cabine glissait paisiblement au-dessus des nuages, un long ruban d'air reliant Paris à São Paulo. Au-dessus de la tête, les lampes de lecture jetaient des îlots de lumière. Au siège 7C, une jeune femme recroquevillée dans un sweat gris avait plié son écharpe comme un oreiller. Ses doigts portaient les traces de petites brûlures, pas rares chez ceux qui ont passé des nuits à bricoler moteurs ou à tenir un compas. Et son visage, détendu, révélait un sommeil profond, sans le masque de sophistication des voyageurs d'affaires, sans bague voyante ni montre luxueuse. Elle ressemblait à ce que ses vêtements disaient, modeste, habituée à l'effort. Plus loin, en classe affaires, Conrado Bragança regardait par le hublot, exactement comme on imagine un financier capable d'acheter une île, impeccable, sûr de lui, un téléphone dernier cri posé sur ses genoux. Il reconnaissait les codes du monde où l'on pèse les choses par des chiffres et des bénéfices, le contraste entre eux deux, un sweat, une tache d'huile et une cravate parfaitement nouée, aurait pu être le décor d'un film sur les apparences. Ce soir-là, ce contraste allait devenir un motif narratif. L'avion, un long couloir de cuivre et de paroles murmurées, entamait sa nuit quand soudain, la première surprise. Une vibration différente, un cliquetis neuf, comme si quelque chose dans la carcasse métallique avait décidé de parler. Les écrans de la cuisine derrière la cabine clignotèrent, un signal sourd parcourut les panneaux, et Renata, la chef de cabine, sentit la tension comme on sent une brûlure au creux de la main. Elle releva les yeux, mesura les silences. Les passagers échangèrent des regards. Anna, jeune maman serrant son bébé, pressa l'écusson de tissu contre sa poitrine sans savoir pourquoi. Au cockpit, le commandant Denis Fonseca et son copilote, Fred Esteves, comblaient une longue carrière de gestes précis et de regards partagés. Fonseca, cheveux poivre et sel, portait la sérénité des hommes qui ont appris à sourire face à l'inattendu. Son autorité n'était pas un bouclier, mais un métier affiné par des milliers d'heures. Esteves, plus jeune, avait encore cette vivacité qui caresse parfois l'impulsif. Ce soir, leurs visages, à la lisière des écrans, se transformèrent lentement. D'abord une interrogation, puis une inquiétude sourde. Les premiers signes étaient peu spectaculaires. Des chiffres qui ne s'accordent plus, des aiguilles qui ne suivent pas la même chanson. Un instrument disait « haut », l'autre murmurait « descente ». Les voyants, ces yeux électroniques partout présents, clignotèrent comme un banc d'étoiles mal alignées. Les données qui remplissaient les écrans n'étaient plus une certitude, mais un mensonge poli. L'ordinateur de bord, qui coordonne les voix et les capteurs, affichait des lectures contradictoires. À 11 000 mètres, dans une quasi-obscurité, la logique même du vol semblait vaciller. Diane sentit d'abord quelque chose dans son sommeil, avant de sentir tout le reste. Le corps humain retient des informations que l'esprit ne croit plus. Le creux dans l'estomac, quand la trajectoire se modifie, la légère pression sur l'oreille, ce petit mouvement presque imperceptible du fauteuil quand l'aéronef s'ajuste. Elle ouvrit les yeux à demi, l'espace d'une seconde encore prisonnière du sommeil. Puis, le bruit différent fit le reste. Des murmures, des voix tendues dans l'allée, Renata envoyant un regard vers l'avant. Quelque chose n'allait pas. Quand la voix du commandant résonna, brève et résonnante sur le haut-parleur de la cabine, beaucoup se redressèrent. « Passagers, mesdames et messieurs, nous avons un problème technique. Restez calmes, s'il vous plaît, suivez les instructions de l'équipage. » Une phrase convenue pour masquer l'incertitude, mais qui portait un poids. Un instant plus tard, la radio du cockpit émettait un appel en interne. Urgent. Le ton était professionnel, mais la rigidité de Fonseca trahissait une attention nouvelle. Imaginez la scène. La cabine devient soudain un microcosme de vie suspendue, et la jeune femme au siège 7C, à moitié réveillée, sent la main du destin se poser sur elle. La question qui allait la tirer de l'ombre n'était pas prévue.
Elle arriva comme un crochet inattendu. Le commandant revint sur la fréquence, sa voix plus forte, presque désarmante dans sa simplicité. « Si quelqu'un dans la cabine a une formation en pilotage, qu'il se manifeste. » Le message était formel, mais il contenait l'évidence de l'impuissance partagée. Alors il ajouta, plus bas, presque comme s'il cherchait un réconfort qu'il n'obtiendrait sans doute pas. « Quelqu'un sait-il piloter ?» C'était une question qui trancha l'air. Les têtes se tournèrent. Conrado laissa tomber son verre, plus surpris par la franchise que par le danger. Anna colla doucement son bébé contre elle, comme pour l'envelopper de tout son courage possible. Des murmures impatients, effrayés, s'élevèrent. Certains rirent nerveusement, d'autres prirent leur téléphone. Et, dans le fauteuil 7C, Diane serra les dents. Elle avait appris à lire les signes au-delà des écrans. Elle savait écouter un avion comme d'autres écoutent une conversation intime. Les vibrations, la résonance, la façon dont l'appareil respirait à chaque poussée du moteur. Elle se redressa d'un mouvement rapide, le cœur qui tambourinait, mais pas d'effroi. Plutôt une sorte de devoir ancien, comme si elle retournait à un lieu qu'elle connaissait depuis toujours. Son parcours ne s'était pas tracé dans les bureaux, ni dans les salons feutrés. Il avait émergé entre la caresse du vent contre le fuselage et la froideur des bancs d'école technique. Petite, elle avait regardé son père démonter un moteur et, sans comprendre tous les gestes, avait compris le respect que l'on doit au métal et à l'air. À l'adolescence, elle avait collectionné des heures dans des simulateurs de cargueros, apprenant l'art de piloter quand tout le monde lui répétait que la place d'une jeune femme, ainsi vêtue, n'était pas forcément devant un manche. Elle avait pris des cours auprès de vieux mécaniciens, avait dormi dans des salles de briefing, avait accepté des petits boulots de maintenance qui la laissaient avec des mains tachées, mais une tête pleine de cartes d'approche et d'images d'atterrissage nocturne. Son diplôme disait « pilote », mais rarissime était celui qui jugeait autre chose que la tenue ou l'âge. Elle se leva presque sans bruit, se fraya un chemin entre les sièges endormis. Renata posa une main sur son épaule, hésitante. Derrière, Wilmar de la rangée 18, un homme aux traits burinés, sourit comme pour encourager une vieille habitude d'hommes qui ont connu la mer et savent qu'une main tendue vaut mieux que 1000 analyses. Margot, fillette curieuse de la rangée 4, suivit la scène avec des yeux ronds, contemplant la possibilité d'une histoire à raconter plus tard. Personne ne l'empêcha. On sentit une vague de curiosité. Qui aurait imaginé qu'au milieu de ces voyageurs, quelqu'un puisse détenir la clé d'une issue? Diane atteignit la porte du cockpit. Son certificat était dans une poche intérieure, entre une photo et un reçu. Ce n'était pas pour la montrer qu'elle était venue, mais parce que d'habitude, un uniforme fait la parole. Elle frappa, et Fonseca, déjà dans une posture d'homme au travail, regarda l'interphone. Quelques secondes d'attente, puis la porte s'ouvrit. Le silence à l'intérieur du poste de pilotage était chargé. Les écrans, multipliés comme des visages artificiels, diffusaient des chiffres incohérents. Un clignotement rouge, un son aigu, puis une disparition, le monde numérique qui vacille. Fonseca observa Diane du regard, jeune, frêle peut-être, mais avec des yeux qui ne fuyaient pas le sien. Il y eut cet instant d'évaluation, où tout se joue dans la mesure du regard. Esteves posa une main sur son front, la nuque crispée. « Vous êtes pilote ?» demanda Fonseca d'une voix qui mélangeait suspicion et espoir. Elle hocha la tête, puis, parce qu'elle ne voulait pas jouer au héros, expliqua en 2 phrases sèches ce qu'elle avait senti. Les accords et les désaccords entre les instruments. La sensation de descente malgré ce que les écrans disaient. Quelques mots échangés, des yeux qui cherchent, des souvenirs d'entraînement qui remontent. Fonseca écouta, pesant chaque syllabe. La chose la plus difficile fut peut-être pour lui de laisser un homme entrant dans le cockpit qui ne portait pas l'uniforme habituel d'un bureau de pilotage. L'ego, cet animal discret, se souleva. Esteves, plus direct, voulut rapidement rejeter l'option d'un civil. « Ce n'est pas ainsi que ça marche », murmura-t-il. Mais la logique froide du problème reprit le dessus. Si les données électroniques sont en conflit, il faut trouver une source fiable.
et ces sources sont parfois analogiques, parfois humaines. Fonseca avait en lui la prudence des capitaines, mais aussi l'obligation de sauver des vies. La tension monta quand Diane parla d'une possibilité, faire coïncider sensations et instruments en revenant à des repères moins dépendants des modules numériques. Elle nomma, presque sans le vouloir, certains instruments analogiques qu'elle avait appris à lire à la lueur d'un néon, de ces aiguilles qui ne mentent pas facilement. Mais elle ne détailla pas de procédure, ni ne prescrivit d'actions dangereuses. Son langage était celui de la confiance mesurée. « Je veux vous aider à évaluer. Je n'irai pas contre vos décisions. » Il y avait une humilité qui n'était pas soumission, mais complicité. Entre Fonseca et Esteves, la conversation prit alors une tournure plus intime, faite de professionnalisme et de débat de conscience. Faut-il isoler des modules? Faut-il se fier aux instruments de secours? Y avait-il un risque d'aggraver la situation? Le commandant pensa aux responsabilités, aux implications légales, à la réputation d'une compagnie qui verrait ses actions disséquées. L'éthique se mêlait à la mécanique. Il n'était pas question de bravoure pour la bravoure, ni de gestes héroïques destinés au cinéma. Il s'agissait de choisir entre accepter une information qui se contredisait et revenir à des repères humains. La morale de ces moments est souvent simple. Une décision doit préserver le plus grand nombre avec le moins de risques. Pendant ce temps, la cabine vivait dans une stupeur active. Renata, en chef de cabine, faisait son travail, calmer sans mentir, expliquer sans dramatiser. Elle avait déjà monté des situations de crise à l'aéroport, mais jamais sous une telle pression. Sa voix, ferme, contenait des touches d'affection quand elle s'adressa à Anna. « Tenez votre bébé près de vous, ça va aller », répétait-elle comme une prière professionnelle. Des gens prièrent à voix basse, d'autres firent silence complet, écoutant la mécanique de l'avion qui leur renvoyait un rythme incertain. Conrado, lui, regardait la scène d'une façon plus précise. Il avait l'habitude de calculer des risques, de mixer des probabilités, et quelque chose dans la vulnérabilité de la situation l'effarait et l'attirait à la fois. Il se leva d'un mouvement presque imperceptible, non pour intervenir mais pour être témoin. La question de Fonseca avait déjà produit son effet. Le pouls collectif s'était accéléré, la curiosité se muait en attente. Margot, la fillette, avait mis sa poupée sur ses genoux, comme si l'enfant savait que les histoires réelles ont parfois des fins meilleures que les imaginaires. Diane resta succincte, mais ses gestes en disaient long. Elle observait les instruments, touchait une poignée, regardait les angles, consultait ses souvenirs d'entraînement. Un flash de sa vie remonta. Une nuit passée à répéter l'approche d'un gros cargo sous une pluie artificielle, la main d'un instructeur qui corrigeait sa prise, une phrase répétée 1000 fois. « Écoute l'avion avant d'écouter les écrans ». Ce credo l'avait forgée. Elle respira, d'un souffle qui voulait ressembler à la confiance, pas à l'assurance. Les minutes qui suivirent furent un mélange de diagnostics, d'échanges brefs, de regards échangés comme on se passe une torche. Fonseca consulta des listes, des checklists mentales et appela la maintenance au sol pour signaler l'anomalie. Les réponses étaient lentes, limitées par la distance. Les compagnies ont des procédures, des protocoles. Elles ont aussi des humains qui doivent décider. Personne dans ce couloir d'air n'ignorait la gravité d'une décision prise dans la pénombre de la cabine de pilotage. La proposition de Diane, revenir à des repères de base, s'appuyer sur l'instrumentation de secours et sur la lecture directe des sensations, devint le centre d'un débat plus large. Ce n'était pas une instruction, c'était une offre, ma main pour aider, pas pour prendre. Fonseca, en professionnel, jaugea le temps et le risque. Le théâtre intérieur d'un commandant quand il choisit est souvent plus intense que ce qu'on voit. Il voit l'avion, les passagers, les familles, il voit la vie qui passe comme une pellicule de moments. Il pensa au fait qu'une décision pourrait être admirée un jour, ou au contraire, questionnée éternellement. Le ton monta, parfois plus d'1 millimètre que l'évidence. Esteves, jeune et parfois audacieux, objecta « On ne peut pas faire ça sans vérifier la boîte noire.
sans avoir une lecture consolidée. La prudence était son allié. Fonseca hocha la tête, puis regarda Diane comme si l'on cherchait un dernier repère de vérité. Il n'y avait alors que deux choses, les chiffres qui se disputaient et la chair qui savait. Le choix entre l'ordinateur qui ment et la sensation humaine devint un dilemme moral palpable. Dans la cabine, des regards se posèrent sur la porte du cockpit comme sur un écran de film. Qui allait l'emporter? La technologie froide du tableau de bord ou l'intuition formée par des heures et des heures de vol manuel? Renata, qui ne savait presque rien d'aérodynamique technique mais qui connaissait les visages humains, se pencha vers Conrado et murmura « C'est étrange, n'est-ce pas ?» Il répondit par un hochement. Personne ne souhaitait la catastrophe, mais il y avait une espèce de fascination presque religieuse à l'idée que tout puisse se jouer sur une décision prise en quelques minutes. Enfin, Fonseca prit la parole d'une voix qui voulait être ferme et claire. Avec la gravité de ceux qui portent la responsabilité, il fit une annonce mesurée. Ils allaient tenter une manœuvre d'évaluation plus poussée, appuyée par les instruments de réserve. Il laissa sous-entendre que si la situation ne s'améliorait pas, des mesures plus drastiques pourraient être envisagées. Dans la cabine, certains prirent cette phrase comme un réconfort, d'autres comme un prélude à l'inconnu. Diane sentit l'air devenir plus lourd autour d'elle. Elle ferma les yeux une seconde, non pour dormir, mais pour faire revenir l'affûtage nécessaire. Son esprit déroula les images familières, un horizon nocturne, une piste se dessinant, la sensation d'un avion qui répond quand on sait écouter. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle était une technicienne dotée d'une foi simple en sa capacité à lire le monde physique. Ce soir, cette qualité pouvait faire la différence. Alors que la décision d'utiliser les instruments de secours se précisait, un claquement sourd traversa la cabine. Un des écrans principaux s'éteignit comme une étoile filante, puis un autre suivit, puis une série de lueurs qui s'éteignaient, comme si quelqu'un éteignait les projecteurs d'une salle. Une sorte de silence nouveau tomba, non pas vide, mais plein d'attente. Les moteurs continueront de chanter, mais la voix électronique devenait moins audible. Les aiguilles des instruments analogiques, l'altimètre, l'horizon artificiel de réserve, prirent soudain plus d'importance. Leur petit mouvement fut une promesse plus humaine que des chiffres. C'est à cet instant que Fonseca, la mâchoire serrée, prit une décision lourde à prononcer. Il sortit son micro pour s'adresser à la cabine. Sa voix, moins technique que l'instant l'exigeait, se fit simple. « Passagers, je vais avoir besoin d'un peu plus de calme à bord. Nous travaillons pour sécuriser la situation. » Puis, presque en aparté, il ajouta une question que personne n'oublierait. « Y a-t-il quelqu'un dans la cabine qui sait piloter de manière manuelle ?» La cabine retint son souffle. Les regards se multiplièrent. Une main trembla sur un accoudoir. Anna serra son bébé contre elle comme si l'enfant était la seule boussole. Et au siège 7C, Diane se leva. Elle n'était plus seulement la femme au sweat gris, elle était l'accumulation de nuits, de vols, d'heures passées à écouter la machine. Elle franchit la distance vers l'avant, le sol sous ses pieds, qui semblait à la fois familier et étranger. Elle savait que la réponse ne se réduisait pas à un simple acte, elle impliquait des vies, des familles, des histoires. Mais il y avait des moments où l'histoire ne permettait pas l'hésitation. La porte du cockpit s'ouvrit à nouveau. Les trois regards, Fonseca, Esteves et Diane, se rencontrèrent dans un espace sans artifice. Fonseca, qui portait le poids de la décision, la laissa s'approcher. Les écrans vacillaient derrière eux, lumière intermittente, tableau d'un théâtre où tout se jouerait. Esteves plaqua ses mains sur le tableau, observant, calculant, trop jeune peut-être pour mesurer toute l'étendue du vertige, trop précis pour ignorer la nécessité. Renata, à l'arrière, ajusta un foulard et sentit quelque chose de viscéral. La peur, oui, mais surtout l'espoir. Fonseca prit un instant pour expliquer, sans entrer dans les détails techniques, la nature du dilemme. Les données ne sont pas cohérentes. Nous ne pouvons pas nous fier tout entier aux écrans. Nous avons des instruments de secours. Nous allons procéder prudemment.
Il y eut un échange bref sur la responsabilité, sur le fait qu'une décision de ce type pourrait être disséquée après coup. Mais dans l'instant, il n'y avait que l'avion et ceux qui étaient prêts à le servir. Lorsqu'ils acquirent le consentement tacite, lorsque le regard de Fonseca rencontra celui de Diane et y trouva une résolution qu'il jugea acceptable, une main glissa sur un levier quelconque. Ce geste entra dans la chorégraphie du moment, et les écrans s'assombrirent un à un. La cabine fut plongée dans une lumière plus douce, celle des lampes de secours et des aiguilles braquées en silence sur la vérité analogique. Le silence, alors, n'était pas vide. C'était un espace plein de signaux, la respiration collective, le léger cliquetis d'un siège, le sang qui battait dans les tempes. On aurait dit que l'avion lui-même retenait son souffle. Dans ce silence, Fonseca prononça les mots qui feraient basculer la nuit en une attente de toute une vie. « Nous allons essayer le manuel ». Les mots de Fonseca flottèrent encore dans l'air quand la cabine, comme un seul corps, comprit que l'ordinateur venait de perdre son magistère. L'obscurité douce des écrans cédait la place à la lumière froide des aiguilles. Le buzz électronique s'affaiblissait pour faire émerger un autre langage, plus ancien, fait de métal et de friction. Diane sentit la pression dans sa poitrine se muer en concentration. Elle n'était pas arrivée là par hasard. Chaque geste, maintenant, serait l'écho d'années passées dans des hangars et des simulateurs, de nuit à lire des cartes quand les autres lisaient autre chose. Avant d'aller plus loin, et si cette histoire vous touche comme elle nous a touchés, prenez une seconde pour liker et vous abonner. C'est discret, mais cela aide à partager ces narrations humaines. Puis, revenez ici. Il reste à vivre la partie la plus vraie de la nuit. À l'intérieur du poste de pilotage, l'ambiance avait changé. L'urgence exigeait un calme réglé. Fonseca, toujours professionnel, ranima la chaîne de décision en posant des questions brèves. Esteves, les traits tirés, saisit un feuillet, feuilleta, puis chercha dans ses souvenirs. Diane, debout à leur côté, sentit les regards la peser, pas en juge, mais comme s'il cherchait une corde à laquelle accrocher l'espoir. Elle parlait peu. Ses phrases étaient des balises. Elle ne prescrivait rien d'interdit, n'exposait aucun plan détaillé. Elles étaient plutôt des propositions de partage. Laissez-moi vérifier l'horizon de secours. Je veux m'assurer que ce que je sens correspond aux aiguilles. Les minutes suivantes furent une chorégraphie de gestes mesurés. On ne lisait pas ici une scène de prouesse solitaire, mais un travail d'équipe où des mains nouvelles se mêlaient à des mains aguerries. Diane consultait les instruments analogiques, posait des questions simples et claires, relayait des impressions auditives, un moteur qui respire différemment à une manche de poussée, une fréquence de vibration anormale dans la catapulte du fuselage, le souffle du vent qui change. Fonseca, prudent, effectuait les vérifications réglementaires, pesait chaque mot, rendant la décision commune, partagée. Il y avait dans son visage quelque chose comme une épiphanie tardive. Reconnaître le mérite quand il ne porte pas l'uniforme attendu. La cabine, elle, vivait dans une attente tendue mais curieuse. Renata circulait, calmait, redistribuait des couvertures, offrait des sourires qui chassaient la peur sans la nier. Anna tenait son bébé encore plus serré, comme si le contact physique était un feu de camp contre l'incertitude. Wilmar murmurait des prières à voix basse, tandis que Margot, fascinée, imaginait déjà le récit qu'elle ferait à l'école, la petite qui a vu une femme vaincre la nuit. Quand la décision fut prise, pas une décision à la légère, mais une décision nécessaire, Fonseca annonça aux passagers que les pilotes allaient basculer vers les instruments de secours et opérer la phase suivante en manœuvre manuelle si cela s'avérait préférable. C'était dit sans triomphalisme, sans promesse facile. L'équipage prépara l'appareil pour une descente contrôlée vers Viracopos. La route était longue, et chaque minute comptait. La descente commença. Dehors, entre nuages et horizons incertains, l'avion glissait comme une bête qui retrouve ses repères. Diane s'installa plus confortablement, non pour prendre le manche, mais pour aider Fonseca et Esteves à lire un avion qui, pour l'instant, refusait le confort des algorithmes.
Elle posait sa main sur une poignée, regardait les références analogiques, corrigeait des interprétations. Ses interventions étaient ponctuelles. Parfois une simple remarque suffisait à aligner l'équipe. Il n'y avait pas d'héroïsme ostentatoire, seulement une compétence posée comme une pierre solide. À l'arrière, les réactions oscillèrent entre tension et solidarité. On entendait parfois des sanglots contenus, parfois des rires nerveux. Des passagers tenaient la main de leurs voisins, d'autres murmurèrent des invocations. Une vieille dame, une voisine de rangée, offrit des biscuits à Anna. Un jeune homme proposa son chargeur à une mère de famille pour lui permettre d'appeler. Ces petits gestes, insignifiants en eux-mêmes, tissèrent une toile de partage qui soutint l'équipage moralement autant que techniquement. La traversée des couches nuageuses prit son temps. Les lumières de la cabine se mirent à varier, suivant la pente et l'altitude. Les verres des hublots captaient la lumière des éclairs lointains, dessinant des ombres sur les visages. Chaque mouvement du fuselage était une parole chère à ceux qui savent écouter. Diane parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, ses mots étaient précis. Sentir l'assiette, confirmer l'altitude, se fier aux repères visuels quand possible. Elle disait cela sans la lourde assurance d'un manuel technique, mais avec la simplicité de quelqu'un qui sait que l'expérience est une boussole. Une fois la côte brésilienne en vue, l'approche vers Viracopos devint l'épreuve du feu. L'aéroport, avec ses pistes brillantes malgré la nuit, se dessinait par intermittence derrière des nappes de pluie. Les communications au sol étaient ténues et la maintenance terrestre répondait avec prudence. Il recevait des données partielles seulement. Fonseca coordonnait les échanges, donnant des mises à jour mesurées, expliquant aux passagers ce que l'on pouvait savoir sans enjoliver la vérité. Puis vint le moment où la réalité visuelle prit le relais. Les pilotes pouvaient maintenant espérer une approche dite visuelle pendant certains instants. Un appel aux sens les plus bruts et les plus fiables. Diane prit la main du manche pour sentir la réponse de l'appareil, non pour commander, mais pour comprendre. Elle comparait ce qu'elle ressentait à la petite symphonie d'aiguilles sous leurs yeux. C'était comme tenir un oiseau dans la paume, fragile, vivant, exigeant finesse et respect. Le temps se ralentit. La narration interne de chacun se fit plus nette. Fonseca mesurait les distances, Esteves gardait un œil sur les coopérations et Diane, plus que jamais, offrait sa présence comme un phare discret. La cabine se préparait. Les ceintures furent resserrées, les néons tamisés. Renata, imperturbable dans sa tendresse, murmura des mots d'encouragement à ceux qui le pouvaient encore entendre. Les 3 dernières minutes avant l'alignement sur la piste furent comme un cérémonial. On sentait la psychologie collective se concentrer. Il n'était plus question de présence isolée, mais d'un contrat tacite entre centaines de vies. Diane, face à son propre accord intérieur, se surprit à revenir à une image simple, celle, répétée 1000 fois, d'un instructeur qui lui disait jadis « Écoute d'abord, corrige ensuite ». Elle écoutait. Écouter ici signifiait utiliser tout, oreilles, mains, instinct formé. L'approche finale fut lente, presque majestueuse. L'avion répondit par à-coups, par micro-ajustement, comme s'il cherchait un équilibre oublié. Le vent jouait, capricieux, poussant ici, tirant là, et les lignes de la piste se tassaient à l'horizon. Les lumières de Viracopos, intermittentes sous les nuées, étaient des promesses fragiles. Diane sentit le moment venir, la phase où l'on passe du vol au contact, du contrôle à la confiance partagée. Elle dit au pilote ce qu'elle voyait, non en ordre, mais en description. La piste s'accroche là-bas, un peu à gauche. L'assiette répond quand on réduit légèrement. Ces mots, échangés avec Fonseca, furent des lambeaux d'humanité au milieu de la technicité. Il y eut un instant presque suspendu, où le monde entier sembla retenir son souffle. Le décrochage habituel de l'approche, le faisant basculer du ciel vers la piste, se fit en douceur, sans geste brusque, mais avec une intensité qui tenait de la prière. Les roues effleurèrent l'air avec une révérence contenue, puis le contact se confirma par une vibration, puis par un grondement qui parcourut tout le fuselage. Un murmure parcourut la cabine, d'abord confus, puis clair. Des larmes, des sanglots, des exclamations.
quelques passagers applaudissaient déjà, d'autres n'osaient pas rompre le silence. La procédure d'arrêt et d'usage des systèmes de freinage s'exécuta, maniée par l'équipage formellement autorisé. Diane ne s'imposa jamais au point d'enfreindre les prérogatives. Elle resta là, à côté d'eux, respirant comme ceux qui ont donné leur parole. L'avion ralentit, les lumières d'approche cessèrent d'être des promesses pour redevenir des points fixes, et finalement, après ce qui sembla une éternité compressée, il cessa de rouler. Les freins se firent, les inverseurs murmuraient leur souffle, et le gigantesque oiseau se posa pleinement sur sa terre. La cabine explosa en bravos. Certains crièrent, d'autres pleurèrent de soulagement. Renata se laissa aller contre un siège, la main collée au cœur d'une femme qui venait de traverser quelque chose de plus grand qu'elle. Wilmar, au rang 18, serra la main de l'homme à côté de lui, comme on se raccroche à la vie. Margot sauta, heureuse, prête à raconter la plus grande aventure de sa courte enfance. Diane resta silencieuse un instant, les yeux humides, non d'orgueil, mais d'une fatigue profonde mêlée de gratitude. Les services d'urgence s'approchèrent, protocole déclenché, sourire rassurant, gestes professionnels. Les techniciens vérifièrent, l'équipe au sol parla au cockpit en échange mesuré. Personne ne cherchait à transformer la nuit en spectacle. Et pourtant, la nouvelle se répandit vite. L'avion avait atterri malgré une panne majeure. Les mots trouvèrent leur chemin jusqu'aux journalistes qui, par téléphone et messagerie, commençaient à tisser l'histoire. Au salon des opérations, les visages changèrent. Les responsables firent des appels, des rapports furent demandés, des équipes furent mises en place pour l'évaluation technique. On fit preuve de retenue procédurale, enquête, enregistrement, analyse. Les premiers éléments confirmèrent des anomalies sur quelques capteurs redondants, un dysfonctionnement qui avait mené les modules électroniques à s'affronter dans un discours contradictoire. Les techniciens au sol firent des vérifications et consignèrent les données. On insista à nouveau sur le fait que l'enquête devait être complète avant toute annonce définitive. La compagnie, prudente, mit en avant la réussite à sauver l'appareil et ses occupants, soulignant la coordination entre équipage et passagers. Les mots officiels évitaient la précipitation. Fonseca, encore sous l'effet de l'adrénaline et des responsabilités, répondit aux premières interviews de façon sobre. Il parla de travail collectif, d'un équipage qui avait fait ce qu'il fallait. Il n'occulta pas Diane dans ses énoncés. Il admit son rôle sans le transformer en triomphe personnel, et cela compta. La presse, assoiffée de récits humains, trouva dans cette nuit une histoire à raconter. La fille du siège 7C, devenue présence décisive. Ils cherchèrent des visages, des noms, des traces. Renata, implacable de simplicité, expliqua que l'équipage avait fait ce qu'il devait faire et que la solidarité des passagers avait été remarquable. Anna, tenant toujours son bébé, raconta comment elle avait prié et senti la main d'une inconnue se poser sur la sienne comme un signe. Wilmar parla d'un geste partagé, d'une confiance retrouvée. Margot s'inventa déjà un futur possible. « Quand je serai grande, moi aussi je piloterai des avions. » Les retombées prennent parfois la forme d'un coup de projecteur, félicitations publiques, interviews, une reconnaissance qui peut émouvoir et mettre mal à l'aise à la fois. Diane reçut un flot de messages. Certains l'appelaient « héroïne », d'autres lui demandaient comment elle avait osé. Elle répondit rarement. Quand elle le fit, ce fut avec une modestie ferme. « J'ai fait ce que je savais faire. Nous avons tous fait notre part. » Elle ne cherchait pas les lauriers, mais la réalité sociale et médiatique a ses propres mécanismes. Des articles la mirent en avant, des émissions la contactèrent et des propositions officielles commencèrent à arriver. Parmi celles-ci, une invitation surprenante vint d'un représentant de la compagnie. Un poste à temps partiel pour participer à la formation des pilotes sur les techniques de secours. C'était une marque de reconnaissance concrète. L'offre d'un engagement professionnel qui pourrait ouvrir des portes. Diane hésita. Elle comprit la portée d'une telle proposition. Accepter signifierait laisser un peu plus sa vie ordinaire, monter en visibilité, potentiellement déclencher des jalousies.
Mais elle y vit surtout l'opportunité d'enseigner et de transmettre. Un autre élément surgit. Un don important anonyme destiné à financer un programme de bourse pour de jeunes personnes souhaitant devenir pilotes sans les moyens nécessaires. Le nom qui accompagna le projet, Videraera, devint rapidement le symbole d'une volonté de transformer la peur en opportunité. On murmura que Conrado Bragança, l'homme de la classe affaires qu'on avait vu pendant le vol, serait derrière le geste. Lui, quant à lui, joua l'ambiguïté avec une élégance froide. Il ne confirma ni n'infirma, se contentant d'un sourire réservé. La compagnie et des associations locales discutèrent du projet, décidant de garder un voile prudent sur l'origine précise des fonds. L'idée fit son chemin, et petit à petit s'ancrerait dans des politiques de formation plus inclusives. Inévitablement, les autorités ouvrirent une enquête technique. Les premiers rapports indiquèrent des capteurs en divergence, des modules échangés envoyant des mesures incohérentes au système de gestion. On parla d'un défaut matériel probable, mais toujours avec des précisions entourées d'avertissements et de réserves. Il n'appartenait pas aux médias de tirer des conclusions hâtives. Les techniciens confirmèrent ce qu'on avait pressenti. La redondance conçue pour protéger avait produit un conflit d'interprétation. Les données enregistrées furent analysées, scrutées, disséquées. Les éléments techniques venaient corroborer la version humaine de la nuit. L'avion avait cessé de parler d'une seule voix. Pour Diane, la reconnaissance publique ne fut pas une finalité, mais une étape. À la fois honorée et prudente, elle accepta quelques interviews, mais demanda que l'on mette en lumière les autres, l'équipage, les hôtesses, les passagers qui avaient fait preuve de solidarité. Elle signa l'accord pour rejoindre un programme de formation, pas pour le prestige, mais pour transmettre ce qu'elle savait, écouter l'avion, respecter la mécanique, valoriser l'humain. Sa modestie n'était pas une façade, c'était une manière de garder l'essentiel. La vie de l'équipage évolua aussi. Fonseca reçut des félicitations et trouva dans l'incident une occasion d'introspection. Il fit un geste qui en disait long. Il publia un long communiqué, où il mettait en avant la nécessité d'une meilleure formation au vol manuel et à la gestion des pannes, sans blâmer personne nommément, soulignant l'importance d'un dialogue entre les générations de pilotes. Esteves, quant à lui, en sortit plus mûr. Les débats qu'il avait eus avec Diane et Fonseca laissaient en lui une blessure qui se transformait en apprentissage. Il comprit que la jeunesse n'est pas incompatible avec l'humilité. Renata devint une figure attendrissante dans les reportages. On parlait d'elle comme d'une chef de cabine qui avait su garder la paix. Anna, la jeune mère, reçut un flot de messages de soutien. Wilmar retrouva la quiétude et Margot continua de sourire, convaincue désormais que le monde offre des miracles modestes. Tous, à leur manière, avaient été changés. L'histoire, cependant, garda sa part d'ombre. La compagnie dut affronter des questions de responsabilité et de procédure. Les passagers qui avaient vécu la nuit exprimèrent gratitude et curiosité, certains même poussant à des réformes. Les experts engagés dans l'enquête plaidèrent pour des audits approfondis des systèmes, mais avec la prudence qui sied à des domaines aussi techniques, aucune conclusion hâtive, beaucoup de vérifications. L'incident devint un catalyseur pour des discussions plus larges sur la confiance accordée aux écrans, sur l'importance de garder vivante la compétence manuelle dans un monde numérique. Quelques semaines plus tard, un événement discret scella une nouvelle page. Dans un hangar modeste, une plaque fut dévoilée. Videraera, bourse pour jeunes pilotes. Diane posa la première pierre, littéralement, lors de la cérémonie d'inauguration. Elle ne chercha pas les discours grandiloquents. Ses mots furent simples. Chaque fois qu'on nous retire un outil, on nous offre la possibilité d'apprendre un autre. J'ai appris que l'humain peut compenser là où la machine hésite. Le projet promettait de financer des formations, d'offrir des simulateurs et des stages d'initiation à des jeunes dont la seule faute avait été la pauvreté. Conrado fit parvenir une contribution substantielle, puis resta discret. Des rumeurs circulèrent, certaines affirmant qu'il avait financé l'essentiel, d'autres refusant d'y croire.
peu importait. Le fait que la somme existe et qu'elle serve un but social demeurait. Vidraera dut néanmoins garder une zone d'ombre dans son financement pour préserver la volonté de confidentialité du bienfaiteur, comme si la générosité devait parfois se dérober pour rester généreuse. Diane, malgré son rôle, ne sut jamais la part exacte de Conrado. Elle se contenta d'un remerciement général, conscient que certaines histoires ont besoin de mystère pour rester humaines. La vie reprit son cours pour la plupart, mais avec des inflexions nouvelles. Diane retourna dans son quartier, reçue comme une héroïne locale par ceux qui la connaissaient avant la notoriété. Son père, qui avait commencé à dévisser boulons et moteurs sur de vieilles carcasses, pleura quand il la vit. Il l'enlaça sans hauteur, fier d'une fille qui n'avait jamais cessé de travailler. Les voisins vinrent la saluer. Certains lui apportèrent des gâteaux, d'autres lui proposèrent des petits boulots pour l'aider pendant qu'elle mettait en place son enseignement. Elle accepta l'offre du poste à la compagnie, mais à sa manière. Elle demanda des conditions qui lui permettraient aussi de travailler sur les bourses Vidraera, de consacrer du temps à la formation gratuite et de garder un ancrage auprès des jeunes de son quartier. Le retour à la normalité n'effaça pas la transformation intérieure. Diane portait désormais avec elle une scène que l'on ne peut plus ignorer, celle de centaines de vies raflées par la routine et soudain rattachées à la délicatesse d'une main humaine. Elle sentit une responsabilité nouvelle. La reconnaissance publique était une charge en devenant un pont pour d'autres. Sa modestie, enrichie par l'expérience, se transforma en courage tranquille. Elle accepta d'enseigner non pour briller, mais pour rendre accessible ce qui lui avait été donné, l'art d'écouter. Des mois passèrent. Les cours du soir, dans des salles prêtées par une association locale, ouvrirent des portes à des jeunes qui n'auraient jamais osé approcher un aéroport. Vidraera permit à plusieurs d'entre eux de réaliser des stages rémunérés, de s'initier au métier de l'aviation et pour quelques-uns d'obtenir des bourses complètes pour suivre une formation de pilote. Margot, la fillette, grandit en admirant Diane comme un exemple tangible. Wilmar, de son côté, fit du bénévolat pour accompagner des familles dans des démarches administratives liées aux bourses. Renata devint marraine d'une promotion de stagiaire, apportant au projet la chaleur d'un leadership humain. La compagnie, quant à elle, modifia des procédures d'entraînement, intégrant davantage d'exercices manuels et de scénarios sans voix électronique. Les autorités publièrent des recommandations pour renforcer la maintenance des capteurs, mais toujours avec la prudence d'un système qui sait que l'affaire technique est lourde de responsabilités et de conséquences. Fonseca, respecté, poursuivit sa carrière avec une renommée tempérée. Il devint, lui aussi, un promoteur de l'enseignement croisé entre anciens et nouveaux pilotes. Il y eut aussi des moments plus intimes. Un soir, dans un petit café, Diane retira son sweat gris, symbole désormais mythique pour certains, et se permit un sourire en revoyant, dans la vitrine, un visage qui n'avait pas changé. Elle garda toutefois une prudence sur sa vie privée. La célébrité ne devait pas engloutir ce qui faisait l'essentiel, le goût du travail bien fait, le goût de la transmission. La société, en dehors des cercles techniques, retint une leçon plus générale. L'apparence n'est jamais garante du savoir. L'histoire fit réfléchir sur les inégalités, sur les préjugés, sur la manière dont la compétence se cache parfois dans des enveloppes peu impressionnantes. Les discussions publiques, les plateaux, les éditoriaux mirent l'accent sur l'importance de rendre accessible la formation technique à tous, sans distinction de classe. Quant à Conrado, sa figure resta ambivalente. Certains voyaient en lui un bienfaiteur, d'autres y lisèrent une stratégie d'image. Lui-même, retiré, prit soin d'éviter la lumière. Dans un geste qui ressemblait plus à une main tendue qu'à un tapage, il envoya anonymement des lettres de soutien aux premières promotions de Vidraera, les encourageant à persévérer. Que ce soit lui ou un autre, l'anonymat du mécène permit à l'action de rester au centre, plutôt que le nom qui la finançait. La transformation la plus importante se joua pourtant sur un plan humain simple et profond. La confiance recouvrait une part de son éclat. Les petits gestes,
un voisin qui propose de conduire un jeune au stage, un ancien mécanicien qui offre un coupon d'heures de vol, une hôtesse qui s'engage à parrainer une étudiante, devinrent la traduction quotidienne de ce que la nuit avait enseigné. La solidarité se met en acte. En fin de compte, l'événement s'inscrivit comme un fait marquant, mais il resta humain, pas un mythe, pas une légende, mais l'histoire d'un choix collectif et d'une personne qui se trouvait au bon endroit avec la compétence nécessaire. Diane n'avait pas désiré la gloire. Elle avait simplement répondu à une question posée au milieu du vacarme. Quelqu'un sait-il piloter? Et parce qu'elle sut répondre, d'autres furent transformés. Il y a une image finale qui reste. Diane, simple, debout devant un groupe de jeunes au hangar, expliquant non pas comment manipuler un système pour repousser une panne, mais comment écouter un avion, comment respecter la machine, comment rester humain face à la technologie. Les visages des jeunes étaient attentifs, parfois incrédules, souvent émerveillés. On y devinait la promesse d'un futur où compétence et humilité marcheraient côte à côte. Parfois, la personne la plus importante d'un vol dort au siège 7C. Il suffit d'une question, d'un geste, d'un moment où l'on reconnaît la valeur cachée derrière un vêtement modeste. L'histoire de cette nuit nous rappelle qu'il existe des compétences silencieuses, des savoirs qui n'ont pas l'habitude de s'annoncer, et que la véritable bravoure tient souvent dans la capacité d'écouter, d'offrir son savoir et de partager la responsabilité. Et vous, avez-vous déjà vu quelqu'un saisir une chance inattendue et transformer une situation? Racontez-nous en commentaire. Vos histoires nous nourrissent.